Aujourd'hui, l'étude organisée par le réseau Énergie et Bâtiments portera sur les puits à colonne permanente. Mon nom est Anne-Judith Bélanger. Il me fait plaisir d'être votre animatrice. Nous vous invitons à utiliser l'onglet questions-réponses tout au long de la conférence pour vos questions et commentaires. Une période de réponse est prévue pour les 10 dernières minutes de l'événement. Je vous rappelle également que la conférence est enregistrée à tous les membres et tous les membres y auront accès sur le site de Réseau Énergie et Bâtiments. La présentation en PDF sera aussi disponible sur notre site. À noter qu'il y a aussi une section outils existante sur le site de REB pour des guides et fiches projets ainsi que les informations sur les subventions. Alors aujourd'hui, il nous fait plaisir d'accueillir Mme Gabrielle Baudry, avec qui nous ferons un survol des leçons apprises après l'installation et bientôt 1 an d'opération d'un système de PCP à l'École de la Clé des Champs à Mirabel. Donc, le contexte général du projet, les étapes de conception et de construction du système géothermique, ainsi qu'un bilan énergétique et financier provisoire seront des éléments qui seront abordés pendant la présentation. Gabrielle est associée de recherche au département des génies civils, géologiques et des mines de Polytechnique Montréal, où elle a aussi complété son doctorat portant sur le développement et la validation expérimentale d'outils de simulation pour les puits à colonne permanente. Pendant les dernières années, elle a participé aux travaux de terrain et d'ingénierie dans le cadre de différents projets impliquant ces systèmes. Donc, alors, sans plus tarder, je laisse la parole à notre conférencière et je vous retrouve à la fin pour la période de questions. Donc, bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui. Je ne me présenterai pas, ça vient d'être très bien fait. Donc, comme on le disait, la présentation, on va parler des puits à colonne permanente et des leçons apprises après 1 an d'opération au premier projet de démonstration qui a été installé à l'École de la Clé des Champs à Mirabel. Donc, il y a aussi déjà eu un peu un plan de la présentation, donc une mise en contexte sur les puits à colonnes. On va parler des étapes du démarrage du projet de démonstration à l'École de la Clé des Champs. Donc, la sélection du site, comment ça s'est passé. Ensuite, les étapes de conception. Donc, on va aborder le forage du puits exploratoire, les essais de terrain qui ont eu lieu, puis le dimensionnement du système. Pour la construction, pardon, on va parler des séquences, de la séquence des travaux, puis aussi un peu des coûts de construction. Ensuite, pour l'opération, on va vraiment faire un bilan énergétique du premier hiver. Pour l'instant, on s'est seulement rendu à l'analyse des données du premier hiver. Puis finalement, on va essayer de remettre un peu le projet en perspective. Donc, je vais commencer par une petite mise en contexte, pour s'assurer que tout le monde part sur le même pied. Donc, la géothermie de basse température, on retourne à la base. Donc, elle est applicable dans le contexte québécois. Pourquoi? Notamment parce que la température du sol ici est assez faible, donc tout le temps sous les 30 degrés Celsius. On parle généralement plutôt autour de 10 degrés Celsius dans la région de Montréal. Pourquoi? C'est parce que le roc ici est très ancien et donc n'a pas beaucoup de chaleur. Comment on fait pour aller récupérer cette énergie-là? On va utiliser des puits géothermiques pour récupérer la chaleur du sol et ensuite pour la transférer au bâtiment, on utilise une thermopompe qui agit vraiment comme une pompe à chaleur qui va pomper l'énergie du milieu froid pour l'envoyer vers le milieu chaud. C'est donc des systèmes qui permettent de réduire la consommation énergétique pour le chauffage et la climatisation des bâtiments. Donc, réduction de la consommation énergétique quand on a un système de combustible fossile, ça permet de réduire grandement les émissions de gaz à effet de serre et aussi de diminuer la pression sur le réseau d'électricité. Ça permet aussi de diminuer la puissance électrique appelée, et ce, indépendamment de la température de l'air extérieur. Donc, étant donné que le sol est à une température plutôt constante, 365 jours par année, ça permet d'opérer le système même pendant les pointes hivernales très froides qu'on a ici au Québec. Donc, les systèmes de géothermie, c'est vraiment des systèmes qui sont indiqués pour répondre à plusieurs enjeux de société, qu'on parle de la réduction des gaz à effet de serre, de la décarbonation du secteur du bâtiment ou encore de la mise en place de mesures d'efficacité énergétique pour permettre de diminuer l'augmentation prévue des besoins d'électricité dans les prochaines années. Donc maintenant, si on regarde plutôt les puits géothermiques, on se rapproche tranquillement de notre sujet. Donc les puits les plus communs sont les systèmes en boucle fermée et les systèmes en boucle ouverte.
Les puits en boucle fermée sont vraiment les plus communs qu'on retrouve le plus fréquemment. Pourquoi? Parce qu'ils sont très simples, efficaces, puis c'est une technologie éprouvée. Donc, comment ça fonctionne? On va faire circuler un fluide dans un tuyau qui est inséré dans un forage vertical. L'échange de chaleur se fait simplement par le contact entre le fluide, le tuyau et le roc. Donc, ça se fait par conduction, ce qui est un mode de transfert de chaleur plus ou moins efficace. Et donc, ça fait en sorte que le nombre de puits qui sont requis pour ces systèmes-là est généralement assez élevé. Et donc, ça prend une superficie de terrain suffisante. Pour les boucles ouvertes, on va plutôt faire un forage qui est directement ouvert au roc, donc qui va se remplir naturellement avec de l'eau souterraine. On va pomper cette eau souterraine-là pour en récupérer la chaleur. Et donc, puisque l'eau souterraine qu'on va pomper va être à une température plutôt constante, ça permet à ces systèmes-là d'avoir vraiment une très grande efficacité. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec l'eau qui est pompée? On va la réinjecter dans un second puits qu'on appelle un puits d'injection. Ça nous permet de la retourner, de gérer l'eau dans un premier temps, mais aussi de la retourner à son aquifère d'origine pour maintenir les ressources d'eau souterraine en place. Les désavantages de ces systèmes-là, c'est que ça nécessite la présence d'un aquifère très productif, la présence d'un très grand terrain et il y a aussi des enjeux de qualité de l'eau. Donc, qui vont surtout affecter la capacité du puits d'injection à accepter l'eau souterraine qu'on souhaite retourner au sol. Donc, maintenant, pour les puits à colonne permanente, c'est un peu un compromis entre les boucles ouvertes et les boucles fermées. Donc, leur mode de fonctionnement, on va forer un puits vertical ouvert au roc et très profond, dans lequel l'eau souterraine va naturellement venir remplir le puits. Donc, on va pomper cette eau souterraine pour en extraire la chaleur. Et ensuite, on va la réinjecter au même puits à son autre extrémité. Donc, ça va achever une recirculation de l'eau souterraine, donc d'un grand volume d'eau, ce qui permet d'avoir une grande capacité thermique. Puis ensuite, juste le contact de l'eau souterraine avec la paroi rocheuse, ça permet d'avoir un échange de chaleur par conduction. Mais ensuite, c'est aussi possible d'augmenter l'efficacité du système pendant les périodes de pointe avec une opération qu'on appelle la saignée. La saignée, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va simplement purger le puits d'une petite quantité d'eau, ce qui va permettre au puits d'avoir tendance à renouveler son eau naturellement par les venues d'eau dans le sol. Et donc, ça va permettre de maintenir sa température et d'augmenter la puissance qu'on est capable d'en extraire. Donc, le mode de fonctionnement des PCP fait en sorte qu'ils ont une très bonne efficacité qui va aller en augmentant, donc, avec la possibilité d'utiliser la saignée, parce qu'on se rend compte que les PCP peuvent être utilisés sans saignée, donc simplement en recirculation, mais aussi donc avec la saignée, quand c'est possible, ça va augmenter l'efficacité. Étant donné qu'ils ont une très grande profondeur et qu'ils ont une très grande efficacité, ça fait que la superficie requise pour installer ces systèmes-là est beaucoup plus faible que pour les systèmes en boucle fermée et en boucle ouverte, ce qui est un avantage principal et qui fait en sorte qu'ils ont un grand potentiel pour être installés dans des milieux urbains denses où il n'y a pas beaucoup d'espace. Ensuite, un autre avantage, c'est qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir un aquifère productif. On a juste besoin que le puits se remplisse d'eau naturellement, ce qui est toujours le cas, presque toujours le cas. Et puis ensuite, du côté de la qualité de l'eau, il peut y avoir des enjeux, mais ils sont beaucoup moins critiques que pour les systèmes en boucle ouverte. Donc, quelles informations on avait sur les PCP avant de se lancer dans tous ces projets? Donc, il y avait plusieurs études américaines qui mentionnaient qu'ils étaient installés depuis les années 90 au nord-est des États-Unis, puis qui mentionnaient aussi des réductions possibles de la longueur totale de forage et des coûts de construction par rapport aux puits en boucle fermée plus répandus. Donc, ce qu'on voit dans le tableau ici, il y a beaucoup d'informations. C'est un tableau qui est tiré essentiellement du Geothermal Heat Pump Systems Manual de la ville de New York, qui est un document vraiment instructif pour quiconque s'intéresse à la géothermie et souhaite avoir un peu un guide des paramètres des différents types de systèmes. Donc, dans la colonne de droite, on voit les paramètres typiques qu'ils utilisent pour l'installation des PCP. Donc, dans un premier temps, on voit que c'est des systèmes qui ont généralement une très grande profondeur. Donc, on parle dans leur guide de 450 à 550 mètres. Il faut savoir que les foreurs ici, dans la région de Montréal, n'étaient pas nécessairement habitués à forer à ces profondeurs-là quand on a commencé les projets.
mais que c'est quelque chose qui évolue, vu qu'ils sont capables de faire ça sans problème, notamment pour des projets miniers. Ensuite, si on regarde la capacité d'installation, donc en termes de watts par mètre, donc de watts qui va être fourni au bâtiment par mètre de forage, on parle de valeurs entre 100 et 300 watts par mètre. Exprimé autrement, on va parler d'environ 15 à 20 tonnes par puits de 500 mètres pour un système de PCP qui opère sans saignée. Puis quand on ajoute la saignée, ça nous permet d'augmenter jusqu'à 30, 40, 43 tonnes par puits de 500 mètres, ce qui est quand même très efficace. Donc, ça, c'est les informations dont on disposait. Donc maintenant, est-ce que c'est possible de les transposer au contexte québécois, qui est quand même caractérisé par une géologie et un climat différents des États-Unis? Donc, pour répondre à cette question, il y a un système expérimental qui a été installé à Varennes en 2016 et qui a été opéré pour différentes expériences en chauffage depuis. Donc, le système comporte un PCP de 300 mètres et un puits d'injection de 150 mètres. L'opération en chauffage depuis 2016 démontre que le système peut fournir en chauffage une puissance de pointe de 180 à 240 watts par mètre avec une saignée modérée, puisque le sol à cet endroit-là fournit une quantité d'eau qui n'est pas très grande, mais qui est suffisante. Donc, ça correspond avec les informations qu'on avait. Ensuite, du côté des pépins d'opération qui sont survenus, c'est rien de majeur, notamment quand il y a eu l'installation de la conduite de réinjection. Il a fallu la percer pour permettre de réinjecter l'eau au puits. Puis les copeaux de plastique HDPE se sont accumulés dans le puits et sont venus obstruer la prise d'eau de la pompe submersible. Donc, il y a eu des enjeux de fonctionnement de la pompe au début, mais qui ont été réglés rapidement, simplement en nettoyant la prise d'eau. Puis ensuite, étant donné que c'est un système expérimental qui n'est pas tout le temps en opération, il y a eu de l'eau stagnante assez souvent dans les conduites horizontales qui a mené à de légers dépôts de calcite sur des équipements, notamment sur les capteurs d'un débitmètre qui a cessé de fonctionner puis qu'il a fallu nettoyer et éventuellement remplacer. Donc, ça, c'est pour le laboratoire de Varennes. Maintenant, la prochaine étape, c'était vraiment de tester un système de PCP dans un véritable contexte opérationnel. Donc, c'est un peu ce qui a mené à la création de la chaire et à la mise en place du premier projet de démonstration qui a été mis sur pied en 2020. Donc, et qui visait l'installation d'un système de PCP dans un bâtiment scolaire. Donc, étant donné que c'était le premier projet de démonstration, c'était souhaitable d'avoir un site qui avait tout pour favoriser la réussite du projet. Donc, parmi les critères de sélection généraux qui sont vraiment, si on recherche un site qui est vraiment idéal pour les PCP. Donc, le premier critère qui est assez non négociable, je dirais, c'est vraiment que la profondeur du roc et de l'eau souterraine doit être inférieure à 30 mètres. Sinon, puis même à 30 mètres, on vient vraiment augmenter les coûts de construction du forage et les coûts d'opération reliés au pompage de l'eau. Ensuite, si on souhaite avoir la meilleure efficacité possible, c'est sûr que c'est mieux quand il y a la présence d'un aquifère productif, ce qui va permettre d'utiliser la saignée. Et ensuite, pour minimiser les besoins d'entretien puis la durabilité des équipements, on souhaite avoir une bonne qualité d'eau souterraine, c'est-à-dire peu de matière en suspension, de fer, de manganèse, de bactéries et de potentiel corrosif. Donc, quand on cherche ces informations-là par rapport à un site en particulier, il y a plusieurs sources d'informations disponibles, notamment le programme d'acquisition des connaissances sur l'eau souterraine du ministère, du gouvernement du Québec, le système d'information hydrogéologique, le système d'information géominière, des compagnies de forage et l'expérience personnelle et professionnelle. Donc, à ce moment-là, c'est le centre de service scolaire qui a été sélectionné pour l'installation. C'est le centre de service scolaire d'Émile-Île, qui est donc, dont le territoire est situé au nord-ouest du fleuve Saint-Laurent. Donc, on voit le territoire qui est illustré ici. Donc, pourquoi c'est une région qui est caractérisée par des bonnes conditions géologiques et hydrogéologiques pour les PCP? C'est l'heure de la minute géologie. Désolée pour tous les gens qui pourraient être intimidés par ça. Ce ne sera pas très long. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce qu'on voit en haut à gauche, c'est une carte de la géologie de surface dans la région à l'étude, donc vraiment entre Laval et Saint-Jérôme. On voit qu'on a 4 groupes géologiques principaux. Donc, il faut savoir que
Les basses terres du Saint-Laurent, c'est un bassin sédimentaire qui a été formé par dépositions successives de différents groupes géologiques. On voit la coupe typique dans la région de Montréal, ici à droite. Donc, à la base, on a l'unité la plus vieille, qui est le Potsdam, et plus on monte vers le haut, on a des unités plus jeunes pour se terminer avec le shale d'Utica, plus en surface, qui s'est déposé après les autres unités. Donc, chacun des groupes est associé à une lithologie différente, donc shale, calcaire, dolomie et grès, qui ont des propriétés mécaniques, entre autres, différentes, et donc qui vont être associés à plus ou moins de présence d'eau. Pourquoi? Parce que notamment les shales sont beaucoup plus mous et donc vont plutôt se déformer sous la contrainte, alors que les grès du Potsdam, à la base, eux, sont beaucoup plus compétents, c'est-à-dire que sous la contrainte, ils vont avoir tendance à former des réseaux de fractures très productifs qui vont produire beaucoup d'eau. Donc, c'est pour cette raison-là que dans la région à l'étude, généralement, quand on fore un puits, on a beaucoup d'eau souterraine, ce qui est favorable pour les PCP. Donc maintenant, on peut passer au projet lui-même, donc l'école de la Clé des Champs qui a été sélectionnée. Il faut savoir que c'était une école déjà existante, donc c'est un projet de rénovation, donc de remplacement des systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d'air qui a été retenu. Donc pour lancer le système, rapidement, on avait un système combiné de mazout et d'électricité. Grossièrement, on avait des émissions, disons, entre 12 et 65 tonnes de CO2 par année et une puissance appelée maximale d'électricité de 90 kilowatts, selon nos informations. Ensuite, le projet retenu, ça a été de remplacer tout ça par une couverture de 100% des charges du bâtiment par la géothermie à PCP, celle qui est demandée par le centre de services scolaires. Donc, avec ça, il a été installé une thermopompe au haut, une chaudière électrique en redondance pour assurer l'opération du système pendant la mise en fonction, au cas où le système était pas suffisamment performant, mais aussi d'autres équipements qui ont été installés, donc des thermopompes au air, récupérateurs d'énergie, des convecteurs, etc. Mais donc, on va moins s'attarder à ces éléments-là aujourd'hui. Donc, le projet a vraiment débuté avec le forage d'un puits exploratoire en août 2020. La profondeur ciblée pour le forage, selon nos informations, on souhaitait atteindre le grès de Potsdam où il y a beaucoup d'eau. Donc, le forage ciblait une profondeur de 175 mètres. Or, pendant le forage, le grès a été retrouvé vers une profondeur de 100 mètres. Il est très abrasif, donc ça ralentit les travaux. Puis par la suite, il y a effectivement eu des très grandes venues d'eau, ce qui a forcé l'arrêt du forage à 133 mètres. Donc, c'est vraiment la profondeur qui a été retenue pour la construction du système par la suite, ce qu'on n'aurait pas pu évaluer sans avoir fait le puits test. Pour les autres paramètres qui ont identifié à cette étape-là, la profondeur du roc a été relevée à 10 mètres et la profondeur du niveau d'eau à 2,4 mètres, ce qui vraiment représente des conditions idéales pour l'installation de PCP. Donc, la première leçon à cette étape-là, c'est vraiment que le forage exploratoire permet de mieux définir les conditions de chantier, le potentiel du site et les contraintes de conception. Par la suite, il y a un programme d'essais de terrain qui a été conduit à l'automne. Donc, les essais qui ont été conduits, on parle de la mesure du profil de température initiale, un essai de pompage avec échantillonnage de l'eau et un essai de réponse thermique. Donc, dans le but d'obtenir notamment les paramètres de conception du système. Parmi les résultats, un des premiers résultats qui ont été obtenus, c'est qu'on ne pouvait pas utiliser des méthodes usuelles pour interpréter l'essai de réponse thermique, ce qui n'est pas toujours le cas avec les PCP. Mais dans ce cas-ci, ce qui est arrivé, donc, un essai de réponse thermique sur un PCP, c'est vraiment, on va faire recirculer l'eau dans le forage en y injectant une certaine quantité de chaleur, dans ce cas-ci, 21 kW. Et malgré l'injection de 21 kW sur un puits de 133 mètres, on voit que la température s'est uniquement élevée d'environ 2,5 degrés Celsius, ce qui témoigne vraiment d'une performance assez exceptionnelle pour le puits, pour dissiper la chaleur. Et donc, quand on essayait d'utiliser les méthodes habituelles, ça nous donnait une conductivité thermique apparente de 70 watts par mètre Kelvin, ce qui, pour n'importe qui est un peu au courant des valeurs typiques pour les roches, c'est pas une valeur plausible. Donc, ce qui s'est passé par la suite, on a utilisé un modèle numérique qui couple l'écoulement de l'eau souterraine avec le transfert de chaleur et ça a permis d'obtenir des valeurs plus réalistes pour la conductivité thermique et la conductivité hydraulique.
Donc, deuxième leçon à cette étape, parfois, il est nécessaire de recourir à un modèle de simulation avancé qui permet de considérer le transfert de chaleur advectif dans les PCP. Pour les autres résultats, on a eu un profil de température initiale assez homogène, autour de 8,5 degrés Celsius, une très bonne conductivité hydraulique qui permet une utilisation efficace de la saignée. Du côté de la géochimie de l'eau, donc c'est une eau qui a une dureté plutôt élevée, avec un certain potentiel d'entartrage, mais pas très important, puis un potentiel faible au niveau de la corrosion. Ça, c'est évalué avec les indices de Risnor et Langelier, qui sont des outils assez communs utilisés. Ensuite, dans le tableau, on voit d'autres paramètres de l'eau souterraine qui ont été analysés. Donc, on voit que les quantités de fer, manganèse et sulfate sont plutôt faibles. Il n'y avait pas de bactéries du fer ou sulfato-réductrices qui ont été détectées. Donc, ça indique vraiment des conditions assez bonnes pour l'installation d'un PCP. Ensuite, on voit qu'il y a eu une certaine quantité de bactéries qui a été relevée, mais c'est des bactéries qui peuvent se retrouver à l'état naturel dans le sol. Donc, il n'a pas été considéré que ça posait un enjeu au niveau de la sécurité environnementale, on va dire, du système, puisque c'est naturellement présent dans l'eau souterraine. Donc, la leçon à cette étape, c'est que le programme d'essai est nécessaire pour obtenir les paramètres de conception, mais aussi pour évaluer le risque environnemental qui pourrait être lié à l'opération du système. Par exemple, si on voyait qu'on se retrouvait à introduire de l'eau de surface contaminée dans le puits, on ne souhaite pas que ça puisse contaminer des sources potentielles d'eau potable. Donc, même si dans ce cas-ci, l'eau qui est pompée du puits n'est pas potable à cause de la présence de bactéries. Donc, c'est des informations qui sont nécessaires pour la demande de certificat d'autorisation environnementale et qui a été faite dans ce cas-ci. Donc, juste petite note à l'effet que dans ce cas-ci, ça a pris environ 6 mois avant d'avoir la réponse positive. Maintenant, suite au programme d'essai, il y a eu le dimensionnement du champ de PCP. Donc, on a utilisé le modèle numérique qui avait été développé pour simuler la température de l'eau souterraine en fonction des charges thermiques horaires prévues pour le bâtiment. Ici, on voit le profil de charge. Donc, on voit qu'il est plutôt débalancé avec une charge énergétique beaucoup plus élevée en chauffage qu'en climatisation. C'est quand même un paramètre qui a une grande importance sur le design du système. Ça peut augmenter le nombre de puits si on voit qu'il y a une dérive des températures au fil du temps. Toutefois, c'est moins important pour les PCP que pour les systèmes en boucle fermée, puisqu'il y a l'écoulement de l'eau souterraine qui peut venir un peu tamponner cette dérive-là des températures. Donc, suite aux simulations, un dimensionnement conservateur a été retenu, donc de 5 PCP et d'un puits d'injection de 135 mètres. Le puits d'injection, juste une petite mention à l'effet que c'est nécessaire pour retourner l'eau de saignée à l'aquifère d'origine, tel que requis par le règlement du prélèvement des eaux et leur protection. En comparaison, on a évalué qu'un dimensionnement à boucle fermée aurait requis 22 puits de 135 mètres, ce qui aurait vraiment utilisé 100% de l'espace dans la cour d'école. Donc, les leçons à cette étape, c'est que le profil de charge du bâtiment a vraiment une grande importance sur la sélection du dimensionnement final, tout comme l'équilibre des charges énergétiques en chauffage et en climatisation, puis que c'est un élément qu'il ne faut pas négliger, puis qui parfois ça peut valoir la peine de faire plusieurs échanges avec la firme qui évalue ces profils de charge-là pour le bâtiment. Et ensuite, une autre leçon, c'est que dans ce cas-ci, les PCP ont permis d'utiliser environ 3,7 fois moins de puits par rapport à un système en boucle fermée, et donc une diminution de la longueur totale de forage d'environ 73%. Donc maintenant, on arrive à la construction du système. Donc en 2021, pendant l'été, pendant la période pendant laquelle les élèves ne sont pas à l'école. Donc, il y a eu le forage de 4 PCP restants, puisqu'il y avait déjà eu un puits test, et un puits d'injection de 135 mètres. Tous les travaux extérieurs, donc on parle de l'excavation, des conduits horizontaux, etc., ont pu être complétés pendant l'été. Les travaux intérieurs, eux, se sont poursuivis quand même plus longtemps, jusqu'à la construction du système de climatisation qui a eu lieu l'été suivant, en 2022. Donc, ce qui explique un peu qu'il y a eu des délais avant de pouvoir vraiment mettre en marche le système. Ici, on voit des photos de la construction, donc pour mettre un peu des images sur ces systèmes-là.
En premier, en haut à gauche, on voit l'installation lors du forage, donc la foreuse et tous les équipements qui sont requis. Ensuite, au centre, on voit l'excavation autour des puits. Donc, on voit les tubages d'acier qui sortent du sol. Ensuite, on voit les conduits horizontaux qui acheminent l'eau souterraine au bâtiment. Ensuite, sur la ligne du bas, on a 2 verres d'eau en bas à gauche. Qui, je voulais juste discuter rapidement du développement du puits. Ça, c'est une étape qui est assez importante, qui est faite tout de suite à la fin du forage. On va demander au foreur de purger le puits pendant quelques heures, ce qui va permettre d'éliminer une grande partie des sédiments puis de ce qui aurait pu s'accumuler dans l'eau pendant le forage. Et donc, ça permet d'avoir une meilleure qualité d'eau qui va être plus adéquate pour favoriser la, le- la durabilité des équipements. Ensuite, on a un schéma du système qui a été construit, donc les 5 PCP dans la cour d'école avec le puits d'injection. Et finalement, une photo de la cour d'école telle que actuellement. Donc, on voit que les PCP sont encerclés en rouge, donc c'est simplement une boîte de service qui est finie au niveau du sol. Maintenant, pour le temps de construction que ça a pris, donc les 5 forages en 2021 ont pu être complétés en 84 heures de travail. Étant donné qu'il y avait 2 foreuses en simultané sur le site, ça correspond à seulement 7 jours pour compléter les travaux. En comparaison, on estime qu'environ 231 heures de travail auraient été requises pour un système équivalent boucle fermée. Et donc, la leçon à cette étape-là, c'est que la durée des travaux de forage pour des PCP pouvait être raccourcie, dans ce cas-ci, d'environ 60 par rapport à un système en boucle fermée, ce qui est quand même une bonne nouvelle quand on a seulement 2 mois d'été pour compléter des travaux dans le cas d'une école. Maintenant, par rapport au coût de construction, on parle souvent du coût des forages en géothermie comme étant vraiment un peu un frein à l'utilisation de ces systèmes. Là, ici, il faut mentionner que c'est un système de rénovation, donc plus compliqué, puis qu'il y avait aussi des éléments de suivi pour le suivi scientifique du projet qui ont peut-être pu gonfler les coûts, mais quand même, tous les coûts reliés à la géothermie, que ce soit mécanique, électricité et civile, on a estimé qu'ils représentaient environ 7 du coût total du projet, ce qui est quand même pas la majorité des coûts du projet. Ensuite, les coûts de construction de l'échangeur géothermique lui-même, donc tout ce qui est relié au forage, à l'aménagement des puits, on a estimé qu'il permettait de réduire d'environ de 19 à 47 les coûts de construction par rapport à un système en boucle fermée pour un projet équivalent. Donc, c'est un éventail assez large. C'est parce qu'on a considéré différents éléments. Donc, est-ce qu'on fait un puits test ou pas? Est-ce qu'on a un design conservateur ou plus juste? Donc, c'est le pourcentage de réduction auquel on peut s'attendre pour un projet équivalent avec les coûts de 2021, évidemment. Donc, le système a finalement été mis en marche à l'hiver 2022-2023. On a pu faire le suivi en continu, en direct de l'opération du système grâce à l'interface de suivi des données qu'on voit ici. Donc là, j'ai surligné tous les éléments qui ont été considérés dans l'analyse des données de notre côté. Donc, on a les 5 PCP, le puits d'injection en bas. Ensuite, on a 3 pompes circulatrices, dont une est située sur la boucle d'eau souterraine et 2 sont sur la boucle glycolée. On a l'échangeur à plaques qui permet d'éviter de faire circuler l'eau souterraine dans la thermopompe, au haut qui est ici. Et ensuite, on a aussi la chaudière électrique. Donc, peut-être juste noter que ici, on a encerclé horaire, drainage, puis ça, c'est simplement une opération d'entretien qui permet périodiquement de purger les puits à l'égout. Là, ils vont se remplir naturellement avec de la nouvelle eau souterraine, puis ça permet de renouveler un peu avec de l'eau souterraine fraîche, puis d'éliminer les sédiments, la charge qui aurait pu s'accumuler dans l'eau pendant l'opération, puis ça permet d'assurer qu'on maintient une bonne qualité de l'eau. Ici, on a les données brutes d'opération pendant une période représentative en chauffage entre le 11 janvier et le 1er avril 2023. Pourquoi on a choisi cette période? C'est qu'avant, pendant le mois de décembre, ça correspondait vraiment au tout démarrage du système et la mise en service. Puis, il y avait plusieurs éléments qui n'étaient pas nécessairement représentatifs de l'efficacité du système. Donc, ce qu'on voit d'abord en haut,
c'est la température de l'eau souterraine à l'entrée et à la sortie des puits pendant tout l'hiver. Donc, on voit qu'elle est demeurée assez élevée, avec une moyenne autour de 7,5 degrés Celsius, puis un minimum d'environ 5 degrés Celsius. Donc, on voit qu'à aucun moment, l'activation de la chaudière électrique a été requise, euh, en tout cas sur la base des températures de l'eau souterraine, puisqu'on sait qu'on a notre jus, ça descend jusqu'à 0 degrés Celsius avant le gel de l'eau souterraine. Au centre, on a la température du glycol au condenseur et à l'évaporateur de la thermopompe, donc respectivement environ 45 et 5 degrés Celsius. Et finalement, en bas, on voit les débits d'opération. Dans un premier temps, en mauve, on voit le débit de pompage de l'eau souterraine qui est demeuré constant pendant la première partie de l'hiver. Donc ça, on va en discuter plus tard. Ensuite, on voit en bleu le débit de saignée. Donc, on voit qu'il a été quand même activé quand même souvent et de manière assez importante pendant le mois de février. On pourrait se dire que c'est parce qu'il faisait froid et le système avait besoin d'une espèce de boost d'efficacité. Mais quand on regarde les températures, on voit qu'on n'était pas du tout à un point critique. Donc, comment ça fonctionne la saignée habituellement? C'est vraiment quand la température de l'eau souterraine arrive à un certain point euh, froid. Donc, s'il dépasse un seuil de 5 à 6 degrés Celsius, on pourrait activer la saignée pour réchauffer l'eau et prolonger l'opération du système. Mais dans ce cas-ci, on voit que les températures de l'eau souterraine ne justifiaient pas vraiment une aussi grande activation de la saignée. Donc, quand on a noté cet élément-là, il y a eu des ajustements aux séquences de contrôle des débits qui ont été faites et ça a permis de réduire l'activation un peu injustifiée de la saignée pour le reste de l'hiver. Ici, ce qu'on voit, c'est vraiment une illustration de la puissance de chauffage fournie par le système versus ce qui a été consommé. Donc, consommé par la thermopompe, les pompes et la chaudière électrique. Donc, en rouge, c'est l'énergie fournie et en noir, c'est l'énergie consommée. Donc, on voit que l'énergie fournie est beaucoup plus importante que l'énergie consommée, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, si on regarde la fameuse date du 3 février 2023, qui correspond à une pointe historique de sollicitation du réseau d'Hydro-Québec. C'était dans les journaux, il faisait moins 28 dehors, il faisait très froid. Puis donc, on voit que ça correspond pas mal à la pointe hivernale ici. Il y a 164 kilowatts de pointe qui a pu être fournie au bâtiment, tandis que le système a consommé seulement 47 kilowatts. Là, il y a une certaine incertitude sur ces valeurs-là, donc à prendre avec des pincettes, mais ça devrait représenter assez bien l'efficacité. Donc, à ce moment-là, ça a permis de réduire vraiment de 70% l'appel de puissance par rapport à si on avait installé un système de résistance électrique. Ensuite, juste une petite mention à l'effet qu'on voit qu'il y a une autre pointe très élevée le 7 mars, mais en fait, c'est pas relié à la demande du bâtiment ou à la température extérieure, c'est simplement qu'il y a eu des modifications pour une raison un peu inutile des séquences de contrôle, puis finalement, ça a juste entraîné le démarrage de la chaudière inutilement. Donc, pour le graphique du bas, ce qu'on voit, c'est l'énergie totale cumulée qui a été fournie au bâtiment versus l'énergie qui a été consommée. Donc, en rouge, c'est l'énergie consommée par la thermopompe. En noir, on voit presque rien. C'est la chaudière, dans le fond, qui a été vraiment pas utile de l'hiver. En bleu, c'est l'énergie de pompage qui est très importante. On va en rediscuter. Et finalement, le sommet de la zone en vert, ça représente tout ce qui a été fourni au bâtiment. Donc, à partir de ces valeurs-là, on a pu évaluer des COP pour la thermopompe, donc qui s'est maintenue entre 4 et 4,5 pendant l'hiver. Et puis, pour le système global, donc on considère toute la consommation énergétique du pompage notamment, ça fait descendre le COP du système autour de 2, ce qui est quand même une diminution importante du COP dont on va discuter. Donc, ce qui a vraiment nuit à l'efficacité énergétique du système, même si ça a bien fonctionné pendant l'hiver, c'est entre autres le fait que lors de l'installation, il y a eu des problèmes d'approvisionnement, puis un problème avec la connexion des variateurs de fréquence qui a forcé d'opérer avec un pompage à débit constant. Donc, on voit ici sur le graphique un peu en bleu, c'est les pompes submersibles qui ont opéré à débit constant pendant tout le début de l'hiver et après ça, c'était du on-off.
Donc, l'énergie de pompage, finalement, a été supérieure à l'énergie consommée par la thermopompe, ce qui ne devrait pas se produire. Les variateurs de fréquence le problème a été réglé cet été, donc pour l'hiver prochain, la situation devrait être corrigée. On souhaite, dans un scénario très optimiste, que ça puisse réduire de manière très importante la consommation des pompes submersibles et du système, et donc possiblement faire augmenter le COP global du système. Donc, ça va être à suivre lors de l'hiver 2023-2024. Puis la leçon à cette étape, c'est vraiment que l'énergie de pompage peut représenter une proportion importante de la consommation énergétique du système. Puis dans tout le design, c'est un élément très important à considérer. Ensuite, un autre enjeu opérationnel majeur qu'on a observé, c'est vraiment les séquences de contrôle qui parfois peuvent avoir une grande influence sur la performance du système, notamment dans ce cas-ci. Elles ont provoqué l'activation un peu injustifiée de la chaudière électrique, c'est-à-dire que le système n'en avait pas besoin, ce qui a augmenté de manière très importante la puissance maximale appelée par le système pendant l'hiver. Ici, j'ai étendu la période d'étude jusqu'à le mois de décembre 2022 pour un peu montrer tout le déroulement de l'hiver. Donc, au début décembre, c'était la mise en service, donc c'est normal, il y a eu des ajustements sur les contrôles. Là, par la suite, évidemment, le 1er janvier 2023, quand tout le monde était en vacances, il y a eu un problème, une pression qui a été légèrement trop élevée, je crois, à un endroit, ce qui a provoqué la mise en protection de la thermopompe et l'activation de la chaudière. Et la situation n'a pas pu être réglée avant le retour des vacances. Et finalement, on arrive au 7 mars aussi, donc ce que j'avais mentionné, le système a bien fonctionné jusque-là. Puis là, il y a, je crois, un employé qui aurait modifié un point de contrôle de bonne foi, mais ce qui a entraîné une activation de la chaudière inutilement encore cette fois-ci. Donc, quand on sait que l'école est sur le tarif M, donc pour les clients de moyenne puissance, donc utilise une facturation assez élevée pour la puissance maximale appelée et qui a une influence pendant plusieurs mois sur les factures d'électricité. C'est un élément qu'on souhaite qui ne se reproduise pas pour l'hiver prochain, mais donc il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis, je crois, pour améliorer les séquences de contrôle. Donc la leçon à cette étape, c'est vraiment que la définition et l'implémentation adéquate des séquences de contrôle, mais aussi la mise en service continue sont essentielles pour concrétiser les économies d'énergie et financières. On peut penser à un scénario où on ne s'était pas rendu compte que la chaudière fonctionnait plutôt que la thermopompe, et donc le système de géothermie n'aurait servi à rien tout l'hiver. Ensuite, rapidement, quelques autres enjeux opérationnels qu'on a observés. Il y a eu des essais sur les puits cet été qui ont démontré qu'il n'y avait pas de perte de charge anormale au puits ni à l'échangeur de chaleur à plaque jusqu'à maintenant. Donc, on ne devrait pas encore avoir d'enjeu de colmatage. Toutefois, il y a eu des sondes de pression dans les puits qui sont devenues défectueuses. Quand elles ont été sorties des puits, on s'est rendu compte qu'elles étaient très corrodées. La raison, à ce jour, est encore sous investigation. Pour le moment, les sondes ont été remplacées. Je crois que ça fonctionne bien. Donc, est-ce qu'on se demande, est-ce que c'est une question de qualité des sondes ou c'est vraiment un phénomène dans les puits? Ensuite, il y a aussi eu, on voit ici à droite, les boîtes de connexion électrique dans les puits qui n'étaient pas tout à fait appropriées pour des conditions souterraines. Donc, il y a eu un peu d'infiltration dans les têtes de puits, puisque maintenant, on suggère tout le temps de les placer sur des hauts topographiques pour éviter qu'il y ait de l'infiltration. Mais donc, à ce moment-là, il a fallu donc, aller drainer tout ça, puis sceller vraiment les boîtes de connexion. Et finalement, des séquences de contrôle de débit variable ont été implémentées, mais en faisant ça, ils se sont rendus compte que ça posait des enjeux au niveau du maintien d'une pression positive dans les conduites. Donc, dans le futur, on recommande tout le temps d'installer des valves de contre-pression sur les conduites de réinjection dans les puits et aussi d'installer le plus possible l'échangeur à plaques à la même élévation que le sol, donc au niveau des puits. Finalement, si on fait maintenant une synthèse des leçons apprises, donc on a vu l'importance du puits-test et des essais de terrain pour déterminer les conditions de chantier, les paramètres de conception
et toutes les informations qui sont requises pour le certificat d'autorisation environnementale. Ensuite, on a vu que c'est parfois, et même quand il y a beaucoup d'eau, c'est nécessaire d'avoir un modèle de simulation assez avancé pour pouvoir interpréter les essais de réponse thermique et faire le dimensionnement des PCP. On a vu aussi l'importance du profil des charges du bâtiment qui doit vraiment correspondre le plus possible à la réalité, sans quoi le dimensionnement ne va pas être adéquat. Puis aussi, on a vu l'importance d'équilibrer l'énergie en chauffage et en climatisation pour ce qui permet de réduire le nombre de puits. Ensuite, on a vu que dans le cas du projet qu'on a regardé, ça avait permis de réduire la longueur totale de forage, la durée des travaux et les coûts de construction par rapport à un système en boucle fermée. On a vu que quand le système fonctionnait tel qu'anticipé, la réduction de l'appel de puissance était possible de 70% par rapport à un système de résistance électrique. Ensuite, on a vu que l'énergie de pompage peut vraiment gruger les économies d'énergie et donc c'est à ne pas négliger. Et finalement, les séquences de contrôle et la mise en service sont vraiment des éléments critiques pour concrétiser les économies d'énergie et financières de ces projets qui demandent au final beaucoup d'efforts, mais qui demandent des séquences de contrôle très, très tight. Finalement, je vais terminer avec un peu une mise en perspective du projet. Donc, on a vu que les résultats du projet à Clé des Champs confirment l'efficacité des PCP dans le contexte étudié. Ce qu'il faut considérer, c'est que le projet est situé dans un contexte hydrogéologique particulièrement favorable. Vraiment, cette région-là a prouvé que toutes les conditions étaient réunies pour favoriser le bon fonctionnement du système. Il y a d'autres projets qui sont en cours présentement pour étudier les PCP plus profonds, donc de jusqu'à 500 mètres, dans des contextes hydrogéologiques où il y a moins d'eau, donc où c'est moins favorable et où on opère même sans saigner. À Mirabel, donc, on n'a pas eu d'enjeu de qualité de l'eau jusqu'à maintenant, mais le suivi de cet élément-là est en cours, notamment par un étudiant de maîtrise, et on devrait avoir des résultats là-dessus à plus long terme prochainement. Et finalement, juste rappeler aussi que les résultats présentés considèrent uniquement la thermopompe au eau et on n'a pas fait le bilan énergétique complet du projet de rénovation, qui a quand même ajouté des éléments qui consomment de l'énergie, notamment des échangeurs d'air et des charges de climatisation qui n'étaient pas là avant. Donc, c'est ce qui termine la présentation. Merci pour avoir écouté. Et si vous avez les coordonnées, si vous avez des questions par la suite. Merci beaucoup, Gabrielle. C'était très intéressant, une belle présentation. Donc, nous passons maintenant à la période de questions. Je vous induis en erreur en début de présentation, donc s'il vous plaît, pour vos questions, les poser dans le chat. Il y a quelques questions dans le Q&A, on va y répondre pour commencer, mais s'il vous plaît, pour la suite dans le chat. Donc, je vous rappelle que la présentation sera disponible en version PDF sur le site de Réseau Énergie et Bâtiments et la vidéo sera accessible aux membres via Google Drive. Alors, Gabrielle, pour les premières questions, quel est le potentiel de saignée étant donné la hauteur de la nappe et le potentiel de colmatage du puits d'injection causé par la pureté de l'eau et le type de géologie? Ça dépend vraiment du site. Ça, c'est un élément qui va être déterminé lors du forage du puits exploratoire puis des essais sur le terrain. Donc, on va faire un essai de pompage qui nous permet d'évaluer la conductivité hydraulique autour du puits. À partir de ça, on rentre ça dans un modèle, puis là, ça nous permet d'évaluer est-ce que quand on extrait une certaine quantité d'eau, est-ce que ça rabat le niveau de la nappe dans le puits? Et puis, la même chose pour le puits d'injection. Donc, ça dépend vraiment des conditions hydrogéologiques sur le site. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'admettons, au site à Varennes, lors du forage exploratoire, il y avait des venues d'eau de l'ordre de 50 litres par minute. Puis, finalement, après l'essai de pompage, on a vu que ça permettait d'opérer la saignée de manière efficace. Puis, ça a été prouvé par la suite lors de l'opération. Donc, ça, c'est pour la possibilité d'utiliser la saignée. Puis, au niveau de la géochimie, encore une fois, lors des essais, on fait des analyses d'eau. On voit les différents paramètres qu'on a vus plus tôt. Puis, dépendamment de s'il y a des bactéries du fer, s'il y a une très grande quantité de fer, ça peut favoriser le développement d'oxydes ferreux qui pourrait possiblement réduire
la perméabilité du roc autour du puits, peut-être gruger un peu les équipements, mais ça, c'est vraiment sous étude en ce moment. Parfait. Donc, la prochaine question concerne le rechargement du sol. Puisque l'école est fermée l'été, les besoins de climatisation sont inférieurs aux besoins de chauffage. Comment avez-vous réglé les problèmes de débalancement de température du sol? Ben, comme je mentionnais plus tôt, oui, l'équilibre des charges est très important, mais dans le cas particulier du système à Mirabel, étant donné que il y a tellement d'écoulement d'eau dans le sol naturel, ça vient naturellement remplir, comme un peu renouveler le contenu d'eau dans les puits, ce qui fait que le froid ou la chaleur, si on veut, se dissipe un peu naturellement, puis on est de retour à l'état initial très, très rapidement, même si on vient de faire un gros hiver de chauffage. Donc, au niveau du système à Mirabel, c'est pas vraiment un problème. Pour des sites où il y a moins d'écoulement d'eau, ça va être un petit peu plus critique d'essayer de recharger le sol, mais ce qu'on voit pour le moment, c'est que juste le fait qu'on utilise l'eau souterraine, ça permet quand même d'avoir une moins grande importance des équilibres de charge par rapport aux boucles fermées. Puis aussi, on voit de plus en plus des projets ou même des écoles qui ont des très grandes charges de climatisation. C'est pas nécessairement souhaitable, mais c'est toujours possible de, d'utiliser des charges de climatisation pour rebalancer la température du puits. Parfait. On me signalait là, que le chat semblait être inaccessible, donc je pense avoir corrigé la situation. Je vais continuer pour les autres questions. Donc, quel est le diamètre typique du forage pour un PCP? Oui, question simple, on aime ça. Donc, pour un PCP, pour l'instant, la chambre de pompage, donc on installe la pompe vers une profondeur de 20 mètres. Donc, entre 0 et 20 mètres, on utilise un diamètre de 10 pouces et pour en dessous de 20 mètres, ça va être 6 pouces. On se rend compte que le 10 pouces, c'est assez dispendieux, donc on est en train d'évaluer dans certains cas d'utiliser une chambre de pompage avec un diamètre de 8 pouces. Parfait. Puis, est-ce que les modèles de stimulation avancée, advection plus conduction utilisés sont applicables à la pratique professionnelle ou si, par exemple, il requiert 3 jours de calcul sur un superordinateur? Ça dépend tout le temps. Si c'est quelqu'un qui est habitué dans sa pratique professionnelle à utiliser ce genre de modèle, ça peut être approprié. Ça va quand même demander beaucoup de temps de calcul. Ceci dit, il y a des logiciels qui sont en préparation depuis assez longtemps, mais qui, on souhaite, vont aboutir prochainement pour permettre de régler cette lacune effectivement. Puis on demande de valider aussi une information. Est-ce qu'on a bien compris que la profondeur des PCP dans ce projet est de 135 mètres? Oui, la profondeur des PCP à Mirabel est de 135 mètres parce qu'il y avait suffisamment de venues d'eau pour assurer une opération très efficace. Puis on n'avait pas, c'était difficile d'aller plus creux, puis ça n'aurait pas nécessairement été nécessaire. Parfait. Puis, un puits test en boucle fermée coûte actuellement environ 30 à 35 000 incluant l'essai de réponse thermique. Je sais que cela dépend de nombreux facteurs, mais à combien estimez-vous un puits test en PCP de 1000 à 1500 pieds, incluant les tests qualité d'eau, pompage, réponse thermique? Le PUTEST pour les PCP est effectivement plus cher que pour les puits en boucle fermée. Pour le montant exact, ça dépend vraiment de la profondeur. Pour les essais, en ce moment, il y a nous qui en faisons. Éventuellement, quand le marché pourra prendre le relais, probablement que les prix vont diminuer. Euh, pour les prix exacts, il faudra en rediscuter, mais donc à ce moment-ci, c'est vraiment pour des projets plus gros. Euh, le Q-test va vraiment permettre d'économiser au final en permettant de mieux caractériser les conditions de chantier, puis en permettant de faire un dimensionnement qui va pas faire construire trop de puits inutilement. Euh, donc, c'est la réponse que j'aurais à cette étape-ci. Il a été mentionné que des valves de contre-pression pour conserver une pression positive dans le puits d'injection, est-ce une simple soupape de contrôle gérée selon la pression en direct ou dispositif plus sophistiqué? Je suis pas spécialiste de cet élément-là, mais je crois pas que c'est un dispositif très spécialisé, là. Je pense que c'est juste une valve,
je sais pas si c'est un ressort ou en tout cas un truc mécanique qui fait que ça permet de s'ouvrir quand il y a une certaine pression qui est appliquée dessus. Puis quel est le potentiel d'érosion sur du sol au PCP sur le site et son effet sur la dureté de l'eau, non pas lors du test, mais plus particulièrement lors de l'opération? L'érosion du sol, j'imagine qu'on parle de, admettons, la paroi du forage qui pourrait se un peu dissoudre dans l'eau du puits. Ça dépend vraiment du type de roc dans lequel on a foré. Honnêtement, c'est difficile à dire. Pour l'instant, j'ai pas vu ce phénomène-là se produire. Merci. Donc, il n'y a plus de questions, à moins que quelqu'un, on a encore du temps si jamais quelqu'un veut poser une autre question. Donc, ben, avant de conclure, là, je voudrais juste ben, remercier Gabrielle. Merci beaucoup pour ta présentation. C'était très pertinent. Merci pour ton temps, pour les questions. Donc, en parenthèse à ça, le réseau Énergie Bâtiment bien, vous invite à vous inscrire en grand nombre à notre prochain webinaire qui aura lieu le 9 novembre prochain. Donc, on aura la chance là, de recevoir Mme Véronique Delisle pour nous parler de l'intégration du voltaïque au bâtiment. Je vous invite aussi à réserver la date du 29 novembre pour notre symposium annuel. Cette année portera sur les pompes à chaleur comme des accélérateurs de décarbonation. Donc, pour la programmation détaillée, là, je vous invite à consulter le site Internet de REB et évidemment de rester à l'affût parce que les inscriptions devraient être disponibles d'ici la fin de la semaine. Donc, il y a une autre question qui s'est ajoutée entre-temps. Quels sont les risques de destruction ou contamination d'un puits PCP? Les risques de destruction, je, encore une fois, c'est assez faible, là. Normalement, c'est des puits, c'est des puits qui sont forés, puis c'est une paroi du roc qui se tient solidement, donc c'est pas fréquent que c'est des puits qui se détruisent. Puis l'autre question, c'était par rapport au risque de contamination de l'eau souterraine. Ça, c'est vraiment évalué à l'étape du forage exploratoire. Donc, il peut y avoir une phase 1 aussi qui va être faite sur le site pour évaluer est-ce qu'il y a des sources de contamination à proximité connues. Dans ce cas-là, on va faire des modélisations hydrogéologiques pour s'assurer qu'on ne va pas mobiliser la zone de contamination. Dans nos tests, on vérifie est-ce qu'il y a présence de composants qui pourraient indiquer une source de contamination dans le puits. Mais normalement, si le tubage d'acier est bien ancré au roc, puis que tout est installé conformément aux lois en vigueur, normalement, le risque de contamination est plutôt faible. Puis c'est évalué, puis il y a une demande de certificat qui est faite pour ça. Parfait. Bien, merci beaucoup, Gabrielle. Puis à tout le monde, je vous remercie de votre présence et participation. Puis je vous souhaite, au nom des réseaux Énergie Bâtiment, une excellente fin de journée. Merci.